Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette classroom sur les maladies auto-immunes. C'est une classe qui est ouverte aux apprenants ADNR, aussi aux non-apprenants ADNR. Donc je fais un coucou à ceux que je reconnais, à savoir certains adhérents de mon syndicat. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexandra Talositi, je suis la directrice générale d'ADNR Formation, je suis naturopathe réflexologue expert et je suis spécialisée dans les maladies auto-immunes. J'ai exercé ce métier à Paris avec beaucoup de médecins immunothérapeutes et autres. Je suis moi-même touchée par une maladie neurologique. Donc, automatiquement, ça fait partie des choses, bah, comme beaucoup d'entre vous, quand on traverse des moments compliqués, on va fouiller, essayer de mieux comprendre pour que nous-mêmes, on soit en meilleure santé et pouvoir vivre au mieux. Ce que je vous propose, c'est que je vais dérouler la présentation et ensuite on aura un long moment d'échange et de questions-réponses, que ce soit des questions-réponses pratiques. Si vous avez des cas en consultation, je vois des gens qui sont déjà installés depuis un certain temps. Vous avez peut-être des cas. Donc, voilà. Bien entendu, hein, on va le voir pendant cette classe. C'est pas parce qu'on décide d'accompagner des pathologies auto-immunes pour qu'ils puissent avoir une meilleure qualité de vie que nos clients vont cesser leur traitement médicamenteux ou vont cesser vont arrêter les suivis médicaux. On interviendra bien entendu en complément de la prise en charge médicale. Les maladies auto-immunes, elles sont en pleine expansion ces dernières années. Les dernières informations épidémiologiques, c'est qu'on est à 5 à 8 de la population mondiale qui est touchée par ce type de pathologie. Ça touche environ 5 millions des Français, donc automatiquement, vous risquez, durant vos consultations, de rencontrer une personne qui souffre de ce genre de pathologie. Selon l'INSERM, ça rassemble plusieurs pathologies, au total 80 maladies. Bien entendu, les origines, elles sont multifactorielles. À une époque, on avait beaucoup de gens qui disaient que c'était une pathologie psycho-émotionnelle. On en est revenu quand même. Alors, bien entendu, du fait de certaines poussées de maladies auto-immunes, on peut se dire que c'est post-traumatique ou post-émotionnel, mais il y a quand même de vraies données physiologiques sur le sujet. La grosse difficulté pour nous, professionnels en naturopathie, c'est qu'on va être face à des consultants qui ont très souvent plusieurs symptômes et donc des demandes qui sont variées. Je vous encourage, vous, professionnels en naturopathie, à essayer de cibler quelle est la demande principale de votre client. Nous ne sommes pas des magiciens. Il y a déjà des professionnels médicaux qui les accompagnent, qui essayent de stabiliser les symptômes. Mais vous, pour leur donner une meilleure qualité de vie et pour leur apporter du mieux-être ou du bien-être, essayez de savoir quelle est la priorité pour eux. C'est une maladie qui est très souvent, voilà, les 80 pathologies qui sont recensées sur le territoire national, très souvent, c'est très compliqué de poser un diagnostic. Donc, vous risquez d'avoir des personnes qui vont venir au cabinet, qui seront en, ce qu'on dit en errance thérapeutique, c'est qu'ils auront peut-être vu plusieurs spécialistes et qui n'auront pas encore de diagnostic. Faites très attention, ce n'est pas à vous de poser un diagnostic sur une maladie auto-immune. En termes de posture, si vous pensez que ça peut ressembler à quelque chose, bah, vous pouvez dire ça peut ressembler à quelque chose, ou certains de mes clients avaient des symptômes similaires et ils avaient eu tel diagnostic ou tel diagnostic. Et puis encore, vous savez qu'il y a des centres hospitalo-universitaires qui ont des services complets pour essayer de prendre en charge un de leurs patients pendant une semaine, de faire beaucoup d'investigations pour pouvoir poser un diagnostic. Ces 5 dernières années, il y a de plus en plus de maladies auto-immunes qui ont été diagnostiquées dans le cadre d'une prise en charge en centre hospitalier où il y a plusieurs experts qui, euh, qui font différents examens pour voir ce qu'il en est et de façon collégiale pouvoir poser un diagnostic. On est bien d'accord que la recherche est très active sur le sujet. On a de plus en plus de données cliniques. Vous le savez, ADNR Formation est partenaire de Calia Pro Santé, donc vous pouvez aussi voir les dernières analyses sur les maladies auto-immunes à ce niveau-là. Et puis, on est bien d'accord, vous avez tous une expertise en anatomie-physiologie. Une maladie auto-immune, ça vient d'un dysfonctionnement du système immunitaire de votre consultant. C'est qu'à un moment, le système immunitaire s'emballe et automatiquement, il ne va plus agir pour se défendre contre les agresseurs, mais il va agir pour se défendre contre nous-mêmes, contre l'organisme qui le porte. On est bien d'accord que les traitements qui existent ne vont pas totalement guérir, soigner. Les traitements allopathiques sont des traitements qui permettent de stabiliser l'évolution des maladies, ce qui veut dire qu'automatiquement, ce sont des consultants qui vont avoir besoin de soutien
en plus de la prise en charge médicale. À la base de toutes les maladies auto-immunes, comme je vous l'ai dit, c'est une reconnaissance du soi, ce qui se passe à l'intérieur de nous, qui envoie un message de danger à notre système immunitaire, alors que jusqu'à présent, ils étaient bien conscients qu'ils habitaient dans la même structure. Donc, on a des attaques de certains intrus qui sont considérés à risque pathogène, alors que ces intrus ne le sont pas. Et donc, automatiquement, notre système immunitaire et le système immunitaire de notre client se met à essayer de faire son job classique, c'est-à-dire de détruire les intrus. On a deux grandes maladies auto-immunes en fonction de l'attaque. Il y a les maladies auto-immunes qui sont spécifiques à l'organe ou qui sont non spécifiques d'organe. Donc ça, vos consultants vous préciseront ce qu'il en est à ce niveau-là. Ensuite, pour faire un petit focus sur les maladies auto-immunes spécifiques d'organes, on a au niveau hépatique, donc les hépatites auto-immunes. Au niveau des intestins, on en parle de plus en plus, et vous, professionnels en naturopathie, vous allez en avoir de plus en plus. Ce sont les MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, ou les maladies de cœliaque. On a également certaines myasthénies. La difficulté des myasthénies, c'est que on peut avoir une fibromyalgie plus une myasthénie. On peut diagnostiquer une fibromyalgie alors que c'est une myasthénie. Donc, dans les centres antidouleurs, c'est parfois un petit peu compliqué de savoir ce qu'il en est. Bah, une maladie auto-immune que l'on connaît très bien depuis très longtemps et qui fait partie des pathologies les plus courantes sur le territoire international, c'est le diabète de type 1. On a également des pancréatites auto-immunes. C'est un peu plus rare au niveau national, mais on en a quand même pas mal. On a le vitiligo, le psoriasis que l'on connaît, et puis ensuite maladie de Berger, syndrome goutte pasture au niveau des maladies rénales. La maladie d'Addison qui touche nos surrénales, pareil, ça fait pas partie des maladies auto-immunes très courantes, mais on a malheureusement ces 10 dernières années une petite augmentation. Et puis la sclérose en plaques, la fibromyalgie pour une atteinte du système neurologique. Et ensuite, pour ceux qui connaissent bien les troubles endocriniens, thyroïdite d'Hashimoto, maladie de Maslow, ça, c'est quelque chose qu'on a de plus en plus. Je lis de plus en plus de mémoires de mes étudiants sur les troubles thyroïdiens. Je sais que c'est une demande qu'on a de plus en plus en consultation. Les maladies auto-immunes systémiques, elles vont atteindre les tissus au sein de l'organisme. Donc, on peut avoir les tissus ostéo-articulaires qui vont être les polyarthrites rhumatoïdes, les spondylarthrites ankylosantes. Ce sont des pathologies qui, pour certains, bah, vos clients peuvent être travailleurs en situation de handicap parce que c'est compliqué de continuer à avoir un exercice identique quand on a ce genre de maladie auto-immune. Au niveau vasculaire, on a les périarthrites noueuses, les sclérodermies systémiques. Pareil, euh, ce sont des personnes qui vont avoir une grande surveillance du corps médical. Et on a le syndrome de Gougerot qu'on connaît de plus en plus et qu'on rencontre de plus en plus, les dermatomyosites et autres qui concernent les différents niveaux de connectivité. Alors, si on cherche un peu en épigénétique ou sur les données scientifiques qu'on peut avoir sur l'origine des maladies auto-immunes, donc il y a des origines qui sont génétiques, il y a des facteurs hormonaux et on le voit pas mal dans les soucis thyroïdiens ou dans le cas de certaines poussées de sclérose en plaques, des facteurs hormonaux qui ont un rôle important sur les origines de ce genre de pathologie. Des troubles digestifs, il y a des dizaines d'ouvrages au niveau international qui mettent en avant un débalancement du système immunitaire quand notre système intestinal n'est pas stable. Ensuite, on a bien entendu des facteurs environnementaux, exogènes. Vous, professionnels en naturopathie, je vais pas vous dire, je vais pas vous dire le contraire. Effectivement, c'est un des risques. Et ensuite, on a tout ce qui est maladies inflammatoires chroniques qui, bah, quand on commence à avoir quelques petits troubles chroniques et de pathologies inflammatoires, bah, ça peut basculer sur une maladie auto-immune. Et puis, on a quand même de nombreux liens qui sont pas encore scientifiquement prouvés, mais le comité savant bah, échange hein, sur beaucoup de sujets. Ça va être les facteurs infectieux. On a quand même pas mal de diagnostics de sclérose en plaques ou de fibromyalgie, par exemple, pour les troubles neuro, où le comité savant se dit que très souvent, il y a eu un impact infectieux peu de temps avant la première poussée.
Les facteurs médicamenteux, mais pareil, aucune preuve scientifique pour le moment. Et puis, bah, je vous le disais en introduction, pendant longtemps, on a dit que les maladies auto-immunes pouvaient être des pathologies qui se déclenchaient dans la tête. Voilà, donc on va reformuler, on est entre professionnels. Il peut y avoir des facteurs stress, il peut y avoir des facteurs psychologiques qui déclenchent une maladie auto-immune. Et pour vous, si vous êtes de futurs professionnels experts dans l'accompagnement des MAI, vous allez devoir porter une attention particulière pour que votre consultant soit stable d'un point de vue émotionnel, soit stable d'un point de vue psychologique, parce que effectivement, les gros impacts stress, les gros impacts psychologiques risquent d'augmenter le nombre de poussées pour ce genre de pathologie et d'allonger la durée des poussées. Donc automatiquement, pour la qualité de vie du client, il faut que vous puissiez passer beaucoup de temps à donner des autonomisations pour gérer au mieux le stress. Ensuite, les facteurs génétiques, on va aller un petit peu plus en profondeur. Pour beaucoup, vous connaissez le groupe HLA, vous en avez entendu parler. Donc, on a quand même une prédisposition génétique avec la modulation par les gènes et les allèles dominantes. On a des mises en évidence depuis à peu près 50, 55 ans de l'interaction entre les maladies auto-immunes et les groupes HLA. C'est le cas, par exemple, il y a de nombreux spécialistes qui demandent, quand on a des pathologies auto-immunes, à ce que l'enfant à risque, par exemple, on puisse proposer une analyse du groupe HLA pour prévenir tout risque de basculer, étant donné qu'on sait qu'il y a ce type de facteur. Il va y avoir aussi un mécanisme qui n'est pas totalement maîtrisé et il recherche activement donc l'activation des lymphocytes killers, l'inhibition des lymphocytes modulatrices. Automatiquement, tout ça, ça fait partie des facteurs génétiques qui sont quand même pas mal fouillés. Et puis, automatiquement, nos antigènes au niveau leucocyte, bah, par moment, ça part un peu dans tous les sens et ils n'arrivent plus à distinguer le soi du non-soi. Donc, automatiquement, il y a des recherches au niveau génétique à ce sujet-là. Vous, en tant que professionnel en naturopathie, d'un point de vue médico-légal, bien entendu, vous ne pouvez pas conseiller ce genre d'analyse, mais tous les médecins avec qui vous allez travailler dans le cadre de l'accompagnement des maladies auto-immunes pourront prescrire, analyser et expliquer surtout les résultats à votre client, parce que vous n'avez pas les compétences d'expliquer les résultats d'un groupe HLA B27, ça sera sorcier, ça sera compliqué pour vous, mais nos confrères pourront le faire. L'INSERM a fait pas mal de recherches au niveau hormonal. Donc, les hormones féminines joueraient un rôle prépondérant au niveau de la maturation du système immunitaire. Donc ça, pareil, c'est quelque chose où vous, aussi bien avec de la phytothérapie ou autre, vous pouvez essayer de stabiliser au maximum les débalancements oestrogéniques de vos consultantes. Ces hormones inhibent l'expression de la protéine R et au niveau du thymus, automatiquement, il y a une modification à ce niveau-là. On est d'accord que le thymus, hein, qui est là, c'est l'organe clé de notre système immunitaire. C'est le siège de l'éducation de nos lymphocytes T. Et c'est ce qui va permettre d'identifier et reconnaître ce que je vous ai déjà dit du soi et du non-soi. Donc automatiquement, si on a un débalancement à ce niveau-là, bah, la maladie auto-immune risque de s'enclencher plus rapidement. Nous, en tant que professionnels en naturopathie, notre objectif, c'est de pouvoir équilibrer tous les terrains, que la majeure partie des consultants puissent se sentir stables. Et si par exemple vous avez une cliente qui vient vous voir en disant bah, ma mère, ma tante, ma grand-mère a une maladie auto-immune Hashimoto par exemple, bah vous pouvez très bien donner des conseils pour stabiliser la sphère hormonale de votre cliente et pour qu'elle continue son suivi strict et accru par un médecin endocrinologue, et pour pouvoir essayer de prévenir le risque de bascule dans la maladie auto-immune. Et enfin, vous avez quand même une augmentation de l'attaque des LT contre le soi qui est pas totalement stable, pas bien éduqué. Donc, vous n'imaginez pas ce qui peut se passer au niveau de notre système physiologique, mais pour le système immunitaire, c'est beaucoup. Je vous l'ai dit au début de cette classe, il y a tout ce qui est facteurs intestinaux. Bon, vous, les naturaux, modernes et scientifiques, vous savez que c'est la priorité. Il y a 20 ans, hein, au début de ma pratique, on ne parlait pas autant du lien intestin, maladie auto-immune. Maintenant, il y a quand même beaucoup de preuves cliniques à l'international.
Le déséquilibre du microbiote fait que automatiquement, c'est un risque pour les personnes qui ont déjà un terrain ou, ou une génétique au niveau de la maladie auto-immune. Donc, notre priorité sera de s'assurer que ça fonctionne bien à ce niveau-là. On sait très bien que c'est le siège du système immunitaire et puis c'est aussi la genèse de l'inflammation. Donc, étant donné qu'on a quand même beaucoup de pathologies immunitaires et de maladies auto-immunes qui se déclenchent post-phase inflammatoire, c'est important d'être assidu pour donner le bon conseil à nos clients. Et puis, on sait aussi que l'expression génétique, très souvent, peut aller au détriment d'une flore qualitative. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là. Enfin, vous allez aussi, dans les maladies auto-immunes, réaliser que pour une maladie auto-immune osteoarticulaire, votre client aura du mal à comprendre toutes les questions que vous lui posez autour de son système digestif. C'est à vous de faire preuve de pédagogie, d'expliquer la raison pour laquelle tout est lié et que si vous posez beaucoup de questions sur comment est-ce qu'il digère, comment est-ce qu'il s'alimente et comment sont ses selles, par exemple, c'est pas parce que vous ne voulez pas prendre en considération sa spondylarthrite ankylosante, qui est surtout localisée au niveau de ses trapèzes, de ses épaules et de son cou, mais que pour vous, le microbiote est important. On a les facteurs environnementaux qui peuvent aussi être responsables des maladies auto-immunes. Bon, bien entendu, le déséquilibre alimentaire, le stress et la mauvaise gestion du stress, parce qu'on est tous conscients que ici, à T0, en 2023, c'est compliqué de se dire qu'on n'a jamais de stress. Mais comment est-ce que votre client gère le stress? C'est important. Les UV, les métaux lourds, on a quand même de plus en plus de métaux lourds, aussi bien dans notre alimentation que à l'extérieur, dans ce qu'on peut avaler ou autre. Le tabac, on a aussi des preuves en Australie à ce niveau-là. Et les infections virales. Donc, vous verrez de nombreuses maladies auto-immunes qui peuvent être déclenchées très rapidement post-impact viral. Donc, ça, de nombreux spécialistes font très attention à ça également. Les inflammations chroniques semblent aussi être en lien avec la genèse des maladies auto-immunes. Donc, c'est important pour vous, lors de vos bilans, lors des questions que vous posez à vos consultants, de voir ce qu'il en est de ces inflammations qui peuvent être récurrentes. Certaines personnes pensent que avoir un peu de ballonnement ou se sentir un petit peu bizarre, c'est pas grave, mais ça peut potentiellement soutenir un déclenchement de maladie auto-immune. Donc, à vous peut-être, à la fin de cette classe, retourner sur vos modèles de bilan, que ce soit pour mes confrères et consoeurs qui sont déjà installés ou pour mes apprenants qui sont en fin de cursus, peut-être aussi aller observer ce qu'il en est à ce niveau-là. Et si vous pouvez pas rajouter des questions pour être un petit peu plus précis dans votre anamnèse pour conseiller au mieux vos consultants. Il y a des recherches qui sont très, très importantes sur les facteurs infectieux, qui sont donc générateurs de troubles inflammatoires. On a mis en évidence certaines bactéries avec une augmentation de l'inflammation, aussi bien dans la cavité buccale que dans le système digestif. Donc ça, ce n'est pas étonnant que les médecins immunothérapeutes fassent des bilans sanguins assez larges au niveau bactériaux pour voir ce qu'il en est. Les facteurs médicamenteux, c'est un mécanisme qui est encore mal connu. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai aucun problème avec les traitements allopathiques, mais il y a quand même plusieurs données et plusieurs corrélations du monde du comité savant qui disent que on peut avoir certains impacts comme le lupus, par exemple, post-traitement médicamenteux, et ça peut être responsable de certaines actions du système immunitaire par rapport à un traitement médical. Donc, bien entendu, le comité pharmaceutique et le comité médical essayent d'aller encore plus en amont et recherchent activement à ce niveau-là. C'est pas parce que vous lisez des documentations scientifiques sur le sujet que vous devez dire à votre client d'arrêter son traitement médical, hein. Ça n'a rien à voir. Ou parce que une de vos clientes qui a un lupus dit peut-être c'est parce que je prends trop de médicaments depuis longtemps, donc je vais arrêter tous mes médicaments, y compris les médicaments qu'on m'a prescrits pour le lupus. Non, non, non. Faites très attention à ça. On ne peut pas encourager notre client
stopper un traitement et vous devez surtout l'encourager à poursuivre. Les facteurs psy, je vous ai dit au début, très souvent, on disait que c'était dans la tête. Ça représente 20 à 30% des cas, c'est-à-dire que l'élément déclencheur est un traumatisme psychique. Ça peut être un deuil, ça peut être une séparation, ça peut être un accouchement même qui s'est très bien passé, mais ça a épuisé les réserves psychologiques de la maman. On a la libération dans l'axe hypothalo-hypophysaire qui fait automatiquement bouger au niveau biochimique notre structure physiologique. Et puis, l'altération de l'immunité cellulaire, la diminution aussi de cette tolérance immunitaire et, à contrario, la stimulation de l'immunité humorale fait que nos facteurs psychologiques sont malheureusement très souvent déclencheurs de maladies auto-immunes. Donc, c'est à vous, professionnels de la naturopathie, je le répète souvent pendant mes classes, vous devez porter une attention particulière sur la gestion émotionnelle et psychologique. On a des confrères qui sont psychiatres, des confrères qui sont psychologues, des confrères qui sont psychothérapeutes. Je dis confrères, hein, mais on est bien d'accord, confrères et consoeurs, qui peuvent être à même d'accompagner vos consultants ou vos consultantes pendant ce moment difficile pour essayer de prévenir l'évolution de la maladie auto-immune parce que vous, avec vos outils naturopathiques, bien entendu, ça ne suffira pas. Vous avez un petit lien vers une étude clinique à ce niveau-là que je vous ai mis en bas de cette page et que vous pourrez reprendre pour mes étudiants qui pourront voir cette classe en replay. Donc, pour les recherches fondamentales sur le stress et le déclenchement des maladies auto-immunes ou l'augmentation des poussées des maladies auto-immunes, il y a donc, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, de nombreuses études qui établissent ces liens. On a quand même une méconnaissance des réactions physiologiques exactes, c'est-à-dire qu'on arrive à se dire, quelques jours avant la poussée, par exemple, la sclérose en plaques et le fait que la cliente ait eu beaucoup plus de perte de mobilité sur sa jambe droite, par exemple, il y a eu un gros traumatisme émotionnel, mais on n'est pas capable de prouver physiologiquement et d'expliquer physiologiquement ce qui fait qu'il y a eu une si grande atteinte de démyélinisation et autant de gaines de myéline qui a été touché par rapport à ce traumatisme émotionnel. Il y a beaucoup d'exemples de stress qui sont différents. Et puis aussi, il faut que vous réalisiez que c'est pas parce que vous, par exemple, déposez un enfant à l'école hier, c'était pas stressant. Pour une de vos clientes ou un de vos clients, ça peut être un traumatisme énorme, avec beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'angoisse, beaucoup de souvenirs du passé qui remontent et boum, ça peut être un stress énorme. Donc, ne comparez pas les niveaux de stress de vos clients et de vous, essayez de reposer des questions, de reformuler. On a pu mettre en évidence dans les études que la polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques, tout ce qui est pathologie immunitaire du système intestinal, le lupus, les maladies thyroïdiennes, le diabète de type 1, le PSO, ces maladies auto-immunes cutanées augmentent quand le stress est mal géré. On est bien d'accord que nos confrères médicaux vont pouvoir accompagner sur plein de choses, mais qui n'ont malheureusement pas toujours le temps d'expliquer comment gérer son stress à un consultant qui a un lupus ou un consultant qui est diabétique de type 1, même si pour ce faire, les diabétiques de type 1 ont la chance de rentrer dans des protocoles d'éducation thérapeutique du patient depuis de nombreuses années et très souvent, dans les protocoles d'éducation thérapeutique du patient, dans le cas du diabète de type 1, ados, adultes et personnes un peu plus avancées en âge, il y a très souvent beaucoup d'ateliers de gestion du stress, de compréhension du stress. Maintenant, on va venir dans le vif du sujet. J'ai relisté ce qu'il en était des maladies auto-immunes. Comment est-ce que l'on va faire avec nos accompagnements naturopathiques pour essayer de soutenir et d'améliorer la qualité de vie de nos consultants? On est bien d'accord que vous n'allez pas guérir une maladie auto-immune, vous allez soutenir et donner des outils pour améliorer la qualité de vie. Il va falloir faire un énorme job, c'est éliminer et les réduire les facteurs environnementaux. C'est beaucoup de temps. N'imaginez pas que vous allez pouvoir faire ça en une séance. Et surtout, par pitié, ne donnez pas tous les conseils à votre client à la séance 1. Vous ne devez plus manger ça, vous devez respirer différemment, vous devez boire différemment. Doucement, OK? Ce qu'il faut, c'est que vous puissiez, étape par étape, expliquer à votre client ou à votre cliente
à quel point ça peut accentuer ces symptômes de maladie auto-immune. Donc, automatiquement, petit à petit, quand il va voir que ça va mieux, qu'il se sent mieux, il va mettre en place les choses. Pareil pour le rééquilibrage alimentaire. Je vois beaucoup de programmes naturopathiques avec des séances 1 et un rééquilibrage alimentaire énorme. Il faut que vous réalisiez quelque chose d'important quand vous recevez un client en consultation lors d'une maladie auto-immune diagnostiquée, c'est que il est déjà en train d'impacter le choc. C'est-à-dire que quand on te dit que tu as une maladie auto-immune, tu sais que c'est quelque chose qui va te suivre toute ta vie. Donc, vous allez automatiquement avoir une partie de votre clientèle qui va se dire, je vais me réconforter et je vais essayer de faire le deuil de la maladie ou l'acceptation de la maladie en me réconfortant avec l'alimentation. Ces clients-là, si vous leur envoyez un programme naturopathique très dense au niveau alimentaire et que vous ne les laissez pas respirer et que vous ne les laissez pas avec leur alimentation doudou quelques semaines, ça va être compliqué et vos clients ne vont pas pouvoir mettre en place les recommandations. Donc vraiment, je vous encourage à faire très attention. Et puis, vous allez aussi dire à vos clients, s'ils décident de travailler avec vous, c'est pour un travail d'équipe sur une longue période. Donc, ce n'est pas un public que vous allez accompagner en 1 ou 2 séances. Moi, à l'époque où je consultais à Paris pour ce genre de public, c'est des gens que je pouvais voir toutes les 6 semaines, par exemple. Après, certains que je pouvais voir tous les trimestres. Mais voilà, vous avez le temps de distiller les informations et de faire preuve de pédagogie, de reformuler, de réexpliquer. Il n'y a pas d'urgence. Tout ça pour vous dire que optimiser l'alimentation, ça va être votre cheval de bataille. Et des fois, vous allez avoir l'impression que vous avez échoué parce que ça fait 4 séances que vous lui expliquez des choses et qu'il ne met rien en place. Et la 5e séance, vous allez avoir l'impression que vous avez face à vous un autre client, mais il avait besoin de 5 séances pour réaliser que c'est pas faire des sacrifices que faire évoluer son alimentation. Par contre, les douleurs d'une spondylarthrite ankylosante à 35 ans, c'est atroce. Donc, il faut se bouger parce que c'est pas grave. On va manger différemment, mais on vivra mieux. Les métaux lourds aussi, c'est pas facile hein, d'accompagner les détox de métaux lourds. Et c'est surtout, faites attention, c'est que quand vous décrochez des métaux lourds quelque part qui se sont fixés sur nos cellules, est-ce qu'ils vont pas aller se fixer ailleurs? Donc, si vous pouviez éviter de faire des chélations naturopathiques de folie dès le début des prises en charge, ça serait plus agréable pour vos clients. Pareil, petit à petit, et il faut être sûr que vous éliminiez réellement les métaux lourds et pas que vous dépassiez ce qu'il en est. Donc, automatiquement, les détox émonctoriels et les dérivations émonctorielles, vous allez devoir faire ça étape par étape, step by step. C'est pas possible de le faire en une fois. Et concernant le sevrage tabagique, on a des études qui mettent en avant l'aggravation de certaines maladies auto-immunes. Pareil, comme je vous ai dit pour l'alimentation doudou, vous avez des spécialistes que sont les infirmières avec des diplômes universitaires de tabaco ou encore autre chose, ou des médecins. Faites attention pour que ça puisse se faire tranquillement et que vous ne vous retrouviez pas avec des troubles émotionnels et du stress en plus de ce que vous avez. Pour soutenir la bonne gestion du stress et limiter les maladies auto-immunes, vous, en tant que professionnel en naturopathie, vous avez en un l'écoute, la communication. Ce sont des consultants qui, pour certaines maladies auto-immunes, qui sont des pathologies et du handicap invisible, vous n'allez pas pouvoir tout de suite en parler en famille, par exemple. Et très souvent, vous avez des gens qui sont vraiment contents de vous expliquer, le matin, j'ai du mal à me dérouiller, vous vous rendez compte, j'arrive même pas à vider mon lave-vaisselle. Mes enfants rentrent du lycée et de la fac, ils se demandent ce que j'ai fait toute la journée à regarder la télé. Les gens autour de moi me prennent pour une feignante, alors que je suis pas une feignante. Tout ça, c'est important que vous puissiez laisser un sas de décompression pour, euh, pour vos, pour vos consultants et pour qu'ils puissent se livrer à vous. Donc, vous avez l'écoute et puis vous avez de nombreuses techniques de respiration. Quand on a une maladie auto-immune, pour 70% des maladies auto-immunes, il y a des douleurs chroniques, des douleurs au quotidien. Il faut que vous puissiez expliquer à vos consultants que pour gérer cela, des techniques de respiration, même courtes, hein, ça peut être un peu de cohérence cardiaque ou du yoga ou autre chose, le fait de le faire plusieurs fois par jour et tous les jours automatiquement,
sur l'échelle de douleur, ça va avoir un réel impact. Pour la gestion du stress aussi. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez devoir être imaginatif et, euh, et ne pas donner des choses non plus trop complexes à vos clients. Il y a des techniques complémentaires comme la sophrologie pour ceux d'entre vous qui ont des compétences en sophrologie, les techniques de massage, les techniques réflexes. Bien entendu, vous êtes conscient qu'en réflexologie, en massage, on a des contre-indications. Donc, on ne pourra pas accompagner toutes les maladies auto-immunes, mais vous pouvez très bien aussi demander l'accord du médecin pour des séances de réflexologie. Et dans le cadre des maladies auto-immunes, si jamais ils sont considérés en affection longue durée, il y a de grandes chances que les mutuelles remboursent plus de 4 séances pour certaines maladies auto-immunes avec de bonnes mutuelles. Sur prescription médicale, ils peuvent avoir 10 séances de naturopathie ou de réflexologie remboursées par an. Donc, je vous encourage quand même à faire le tour avec votre client à ce niveau-là. Vous connaissez tous les sticks aromas, les huiles essentielles que vous allez pouvoir diffuser pour diminuer vos stress et pour pouvoir accepter la situation. Donc, on a petit grain bigarade, la lavande. Bien entendu, la nana qui ne supporte pas les champs de lavande et qui se trouve oppressée, évitez de lui donner un stick à base de lavande, tu la verras. C'est pas bon pour la gestion émotionnelle. Vous allez aussi très souvent devoir être sûr qu'il y a un bon niveau de magnésium. Faites attention hein, pour l'apport magnésique, ne balancez pas une dose énorme de magnésium. Il vaudra peut-être mieux le prendre plusieurs fois, petit à petit, étalé, pour qu'on s'assure d'une bonne absorption. Ça, dans vos cours de micronutrition, vous le voyez. Et puis, quelque chose qui pour moi est une priorité absolue et malheureusement, le ministère de la Santé et le ministère des Sports ne met pas en avant suffisamment cela, c'est que l'activité physique, quand c'est possible de le faire, hein, est sous surveillance pour certaines maladies auto-immunes et est un des moyens de gérer le mieux la stabilité de la pathologie, la gestion de la douleur, l'acceptation de la maladie. Donc, vous le savez, hein, il existe depuis de nombreuses années le sport sur ordonnance, c'est-à-dire que dans le cadre de maladies auto-immunes diagnostiquées, le médecin peut prescrire du sport sur ordonnance et il va se rapprocher d'un kinésithérapeute, d'un préparateur sportif pour pouvoir mettre en place les séances. Et puis, bah, vous faites attention. Je vois certains naturaux qui donnent des techniques comme libérer les épaules et des choses comme ça pour des spondylarthrites ankylosantes. On ne libère pas les épaules n'importe comment pour une spondylarthrite ankylosante. Donc, ne vous improvisez pas préparateur sportif ou kinésithérapeute. Là, ce que je vous dis, c'est votre job de pédagogue d'expliquer que bah, même si c'est douloureux, même si tu te dis que tu n'y arriveras jamais, même si c'est long de se lancer, bah, des fois, faire que 10 minutes de marche, c'est un vrai plus et votre client réalisera qu'il se sent nettement amélioré. Euh, donc, vous pouvez aller voir sur le site du ministère des Sports, il y a une bonne explication du sport pour tous. Il y a une conférence qui a été faite aussi par le docteur Coste au syndicat. Donc, pour les adhérents du syndicat, vous pouvez entendre le podcast. Voilà. Ensuite, pour limiter les facteurs exogènes, pareil, c'est pas à faire en une séance, hein. Vous devez travailler main dans la main avec votre client et bien entendu être dans le non-jugement. Donc, faire très attention à si par exemple à un moment il vous dit bah, je suis fier de moi, je suis plus qu'à 5 cigarettes par jour et le mois d'après il vous dit bah, là en ce moment c'est trop compliqué, j'en suis à 25. Déjà félicitez-le, il a l'honnêteté de vous dire ce qu'il en est et bien entendu dans le cadre de l'accompagnement de ce genre de troubles, il va y avoir des hauts et des bas. Donc c'est pas grave, c'est une expérience, c'est pas un échec, hein, c'est pas échec et mat hein, quand vous avez une de vos clientes qui va décider de reconsommer plus d'alcool, c'est qu'elle fait comme elle peut pour stabiliser sa sphère émotionnelle. Vous allez aussi petit à petit aider vos clients à acheter et à investir des choses un peu différentes dans leur cuisine et faire attention à l'usage des plastiques. Les ustensiles de cuisine, bah pareil, hein, vous n'allez pas faire une fiche qui va obliger la personne à racheter pour 700 euros de nouvelles choses qu'il y a dans la cuisine petit à petit. Et puis, ça permettrait aussi d'éviter de culpabiliser le client parce que s'il ne se sent pas amélioré et qu'il n'a plus rien acheté et qu'il continue à avoir tous ces plastiques de mauvaise qualité dans sa cuisine, bah voilà, faut lâcher prise. Et enfin, bien entendu,
Encouragez vos clients à aller vers une agriculture raisonnée, consommer des aliments bio. On est bien conscient que quand on a des atteintes immunitaires, le fait de consommer des pesticides tous les jours et plusieurs fois par jour, c'est pas terrible. On continue. Quelque chose qui est très important pour nous, professionnels de la naturopathie, ce sont les détox émonctoriels. Ce matin, j'étais en jury de mémoire. Une de nos étudiantes a fait une détox émonctorielle extrêmement péchue la semaine après le diagnostic d'une sclérose en plaques. Autant vous dire que bah, c'est un petit peu tôt quand même, tout ça. D'autant plus que quand on vient de poser un diagnostic, certainement que certains émonctoires sont saturés parce que il y a l'aspect émotionnel. Donc, essayez de pas tout de suite partir vers je vais lui donner 5 plantes en phyto pendant 3 mois. Il faut vraiment stimuler les émonctoires et détoxifier les émonctoires. OK, vous avez la bouillotte. Alors, c'est une classroom qui est ouverte au public, hein. La bouillotte, bien entendu, qu'il n'y a pas de preuve clinique sur l'intérêt de la bouillotte, hein, mais il est prouvé que quand même ramener le foie à une bonne température et une température corporelle, le foie fonctionne mieux. Donc, ce n'est pas basé sur des études scientifiques, c'est basé sur l'intelligence collective, sur le fait que essayer de soutenir le foie qui remonte à une bonne température, il pourra mieux faire son travail. Vous avez aussi la monodiète avec les produits de saison. Alors, faites attention, très souvent, je peux entendre, bah, je lui conseille une monodiète de patates douces. Oui, tous les jours, patates douces, pendant combien de temps? Enfin, voilà. Soyez précis dans vos conseils parce que votre client qui a envie de se sentir mieux, d'avoir une meilleure qualité de vie, il est tout à fait capable de manger pendant 2 mois des patates douces matin, midi et soir parce que tu lui as pas dit que c'était une journée par semaine pendant 6 semaines, par exemple. Là, c'est à vous vraiment de savoir ce qu'il en est et de comment recommander. Vous avez aussi, bah voilà, gémothérapie ou phytothérapie. On connaît suffisamment le desmodium, chardon, marie, le romarin. Faites attention au dosage, faites attention à la galénique et faites attention aussi au potentiel d'absorption de votre client. Pour soutenir les intestins, on a les probiotiques, on a la glutamine. Vous connaissez mon avis sur le sujet. On a quand même des études qui mettent en avant le risque potentiel de la glutamine sur les cancers. Donc, faites attention. Si vous avez des antécédents familiaux, vous avez le bourgeon noyer ou la citrulline que vous pouvez conseiller. Et puis, vous devez aussi optimiser les troubles du sommeil en complément de ces détox émonctoriels parce que bah, vous allez demander beaucoup d'énergie au corps de votre client pour se détoxifier. Si votre client ne dort pas bien et qu'il n'a pas une bonne vitalité, oubliez. Moi, je dis une bonne vitalité, c'est au-dessus de 6 sur 10, hein. Les clients qui disent oui, oui, ça va, je me gère, je suis à 4 sur 10. Non, à 4 sur 10 de vitalité, tu ne te gères pas bien pour pouvoir vivre une détox. Et puis, pareil, soutenir l'activité physique, soutenir les techniques de respiration. Tout ça, ça va permettre de soulager les émonctoires. L'optimisation de l'assiette de vos clients qui viennent juste d'avoir un diagnostic de maladie auto-immune ou qui souffrent de maladie auto-immune depuis plusieurs années, c'est focus alimentation anti-inflammatoire. Cette classe-là, elle est pour vous dans les fiches naturopathie spécifiques en fin de cursus. Vous avez déjà vu dans le cours du docteur Milovanov tout ce qui est rééquilibrage anti-inflammatoire. Avec Mathieu aussi, vous avez fait le point dans une fiche naturopathie spécifique. Vous savez que vous ne pouvez pas faire ça en une semaine. Vous savez que vous devez donner des idées pratiques. Euh, le naturo qui dit bah, il faut manger anti-inflammatoire, le client il peut pas comprendre ce que ça veut dire. Parce que lui, il comprend pas que manger, ça peut créer de l'inflammation. Pour tout ce qui est alimentation hypotoxique, pareil. Moi, je pense qu'en 2023, on ne peut plus se permettre de dire à notre client, mangez ça, mangez ça, mangez ça. Le client, il doit comprendre bah, qu'est-ce qui est hypotoxique dans son alimentation et qu'est-ce qui est bah, peut-être un peu plus toxique, mais là, il veut se faire un extra parce qu'il a vraiment envie. On est d'accord là-dessus. Si vous lui dites quoi manger, mais vous ne lui dites pas que de temps en temps, il peut faire un petit écart ou des choses comme ça sera compliqué émotionnellement à vivre la maladie auto-immune. On a des preuves du comité savant, vraiment médecine fonctionnelle, que
il faudrait respecter une alimentation hypotoxique anti-inflammatoire quand il y a des maladies auto-immunes, 6 mois, 1 an. Et après, les médecins et les naturaux spécialisés voient que petit à petit, quand il y a des petits extras, tu le vois pas sur le terrain, ça se déclenche pas. Après, si tu réintroduis des choses toxiques au bout de 2, 3 mois, c'est trop tôt. Le système immunitaire est encore en train de débalancer. Et malheureusement, bah, le client risque de devoir tout recommencer. Le régime signalé, bien entendu, mais c'est pas à vous, naturaux, que je vais dire que c'est très, très compliqué de vivre avec un régime signalé. Moi, pendant ma rééducation et même post-rééducation, je pense que j'étais sous régime signalé pendant 8 ans où j'étais vraiment très, très, très stricte. Et puis après, petit à petit, j'ai introduit autre chose parce que j'en avais juste marre de manger différemment que mon mari et que mes 2 gamins, parce qu'à l'époque, je n'en avais que 2. Voilà. Bien entendu, quand on a une maladie auto-immune depuis longtemps, on ne fait pas les foufous, hein. On ne va pas manger n'importe quoi, n'importe quand, parce que bah, tu payes dès le lendemain matin en général, et pour certains, tu payes 3 quarts d'heure après, hein. Donc, les clients aussi, petit à petit, ils vont se rendre compte de bah, quand je mange ça, le symptôme augmente, ou quand je mange ça, bah, automatiquement, je suis plus fatiguée, j'ai plus de difficultés à mémoriser, et voilà. Ils vont aussi, eux, bah, peut-être par rapport au journal alimentaire, faire des liens et voir comment est-ce qu'ils se sentent quand ils ont consommé tel ou tel aliment. En tant que naturo, vous devrez être très, très vigilant sur l'apport vitaminique et sur l'apport en minéraux. Voilà, je viens du monde de la médecine orthomoléculaire, donc je suis plutôt là pour encourager la supplémentation si c'est nécessaire. Mais si c'est pas nécessaire, vous n'êtes pas obligé d'y aller à tous les coups. On n'est pas des vendeurs de gélules ou de comprimés quand on est naturo. L'objectif, c'est vraiment de voir ce qui convient le mieux à votre client, sans oublier que l'alimentation riche en oméga 3, c'est une priorité pour les maladies auto-immunes. Vous avez le resveratrol, la curcumine, au niveau antioxydant, le coenzyme Q10, le sélénium, le zinc. Vous avez de plus en plus de complexes qui sont proposés. Faites attention, hein, les personnes qui souffrent de ce genre de troubles, des fois, prennent des compléments alimentaires seuls. Donc, demandez ce qu'ils consomment déjà pour que vous ne retrouviez pas au-dessus des apports journaliers recommandés, surtout dans le cas du zinc. Euh, pour stabiliser l'équilibre acido-basique, vous allez penser au lithotame, à la chlorella, à la spiruline. Pareil, alterner, conseiller de façon régulière. On va devoir de toute façon pour ce type de public stabiliser l'équilibre acide-base, d'autant plus pour les impacts algiques. Quand on a des maladies auto-immunes douloureuse, bah, le fait que tu basifies automatiquement, tu peux perdre 2, 3 points de douleur sur ton client. Voilà. J'ai vu des professionnels qui disaient bah, tous les jours lithotame, spiruline, chlorella. Il y a un moment, il faut aussi que le système bah, puisse se gérer seul et puisse voir ce qu'il en est. Donc, n'oubliez pas de faire des fenêtres thérapeutiques lorsque vous allez travailler la supplémentation. On a compris que les maladies auto-immunes, c'est lié à un débalancement du système immunitaire. Donc, vous n'allez pas devoir booster directement l'immunité. On va pouvoir conseiller des modulateurs de l'immunité. En mycothérapie, on a le shiitake, on a le reishi. On va pouvoir, bien entendu, soutenir les intestins. La majeure partie de nos clients, ils sont sous traitement médicamenteux pour diminuer la réaction immunitaire, hein. Donc, pour certaines pathologies, ils ont des traitements anti-rejet ou des choses comme ça pour justement boum, stabiliser. Donc, faites attention, ne boostez pas l'immunité directement et expliquez à vos clients qui vont essayer de choisir des choses tout seuls, bah, dites-leur ce qu'ils ne doivent surtout pas faire pour ne pas risquer de stimuler l'immunité directement. Bien entendu, que vous ayez une maladie auto-immune digestive, une maladie auto-immune neurologique, une maladie auto-immune ostéo-articulaire, vous, en tant que naturo, vous n'allez pas recommander les mêmes choses. Ce que je vous ai listé en haut, le rééquilibrage alimentaire, la gestion du stress et des émotions, les détox, ça c'est pour tout le monde. Et ensuite, vous allez devoir soutenir la qualité de vie de vos clients suivant les troubles qui les ennuient le plus. Et très souvent, ça va bouger. Une séance sur l'autre, ça va pas être les mêmes troubles qui les dérangent. Là, je vous ai
mis quelques cas pratiques. On pourra échanger après. Je vous les déroule. Bien entendu, c'est pas une solution, hein. C'est ma consoeur Alexandra qui a présenté ces slides. Donc, c'est l'idée qu'avait Alexandra et je la rejoins sur ce sujet-là. Mais si des confrères qui sont en exercice ont d'autres idées, c'est pas faux. On est d'accord? Il n'y a pas un programme naturopathique qui fonctionne, il y a une prise en charge naturopathique. Donc là, dans le cas de ce cas-là, c'est Jocelyne qui a 50 ans, qui est mariée, qui a 3 enfants. Elle a un traitement lévothyrox. Elle veut être accompagnée en complément de sa prise en charge médicale suite à une thyroïdite d'Hashimoto qui a été diagnostiquée il y a 3 ans. Elle est souvent malade, donc petit rhume, petit toux, voilà. Elle est très souvent fatiguée. Elle a un teint qui est plutôt pâle. Elle prend du poids alors qu'elle essaye de faire attention à son alimentation. Et elle se trouve pâle alors qu'elle essaye quand même d'être souvent en extérieur, donc elle ne comprend pas cette différence. Elle a souvent des crampes nocturnes. Elle se plaint de constipation, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années en arrière. Et au niveau cognitif, elle trouve que ça matche moins bien qu'avant. Elle a du mal à trouver certains mots. Elle trouve qu'elle mémorise moins bien. Voilà. Elle souhaite retrouver en un de la vitalité et du tonus. Donc ça, c'est important pour vous, là, qui êtes en train de brainstormer. Vous avez votre petit cahier et vous voyez ce que vous allez pouvoir faire. Voilà. Elle a aussi une bonne énergie, mais pas suffisamment pour gérer ses troubles digestifs. Et son médecin lui a dit que son taux de cholestérol avait pas mal augmenté depuis la dernière prise de sang. Cette classroom est aussi en live au grand public. Bien entendu, les conseils que je donne pour Jocelyne, 50 ans, ne peuvent pas être des conseils pour vous. Si vous avez un Hashimoto, il faut que vous puissiez consulter un médecin ou vous puissiez aller voir un de mes confrères naturopathes ou conseillers en naturopathie dans votre secteur. Là, je vous laisse quelques secondes pour tout aligner dans votre tête et pour voir si vous auriez fait comme on l'a pensé avec Alexandra ou si vous auriez fait différemment. Donc, en séance 1, notre proposition pour Jocelyne, c'est essayer de stabiliser les troubles digestifs et de soutenir sa vitalité. C'est répondre à la demande de notre cliente. Et ça, je pense que quand on travaille sur la qualité de vie des clients, répondre à la demande, c'est bien. Et bah, c'est pas à nous de décider ce qui est le plus important pour eux, c'est le client qui sait ce qu'il en est. Travailler sur les troubles digestifs aussi, parce que mine de rien, c'est compliqué d'augmenter la vitalité sans être vigilant sur les troubles digestifs. Et ensuite, on va continuer à travailler en profondeur sur une détox douce. Et bah, elle a déjà un traitement sous lévothyrox. On encouragera notre cliente à bien retourner voir son médecin pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis à ce niveau-là et si il n'y a pas un problème de dosage. D'autant plus que quand on travaille en naturopathie pour certains troubles thyroïdiens, bah, notre cliente, elle va mettre en place des choses différentes. Ça se peut que ça bouge différemment au niveau biochimique. Donc, c'est important de prévenir le médecin qui puisse contrôler tout ça. Voilà pour les pistes. Est-ce que vous notez sur vos cahiers si vous aviez d'autres pistes pour la séance 1 et 2? Nous, ce qu'on vous propose, c'est pour optimiser le traitement médicamenteux avec le levothyrox et soutenir l'activité thyroïdienne. On peut proposer le Thyromix de Natura Medicatrix qui va permettre de soutenir et qu'on peut sans aucune difficulté conseiller en plus du traitement. D'un point de vue médico-légal, c'est tout à fait légitime que vous demandiez à ce que votre cliente demande l'accord du médecin. On a aussi le Dopanergil ou encore la L-tyrosine ou l'Actimac Plus d'Energetica Natura. La quantité de laboratoires de compléments alimentaires qui sont disponibles sur le territoire sont nombreux. À vous de voir si vous avez l'habitude de travailler avec tel laboratoire ou tel laboratoire. Peut-être que votre cliente, et en l'occurrence Jocelyne, connaît peut-être déjà des laboratoires qui sont distribués dans la pharmacie à côté de chez son médecin. Voilà, à vous de voir avec votre client. Pour soutenir l'activité thyroïdienne au niveau phyto, on a l'ashwagandha, on a des preuves cliniques sur le sujet. Donc voilà, l'ashwagandha, faites attention. Certains cardiologues nous mettent en garde sur le fait qu'on donne de l'ashwagandha pendant trop longtemps. Donc pareil,
dites à votre client d'être à l'écoute de son corps, à l'écoute de son cœur. Et on a aussi en phytothérapie la gugule qui permettra de soutenir la conversion de T3 en T4. On n'a pas beaucoup de compléments alimentaires sur la gugule, mais on trouve la gugule en plante unitaire sans grosse difficulté. En gémothérapie, on a bourgeon d'aubépine, figuier, rosier sauvage. Donc, on a Tibel Plus de Écunutri, mais vous avez d'autres complexes en gémothérapie. Et puis, en mycothérapie, on a le champignon du soleil qui, lui, vraiment va avoir une action sur la thyroïde et donc les troubles thyroïdiens. Au niveau digestif, on vous propose la glutamine du laboratoire d'Inveo. En probiotique, on propose Symbiolac d'Energetica Natura, mais pareil, à vous de décider. Si jamais votre cliente n'a pas envie de travailler sur la glutamine ou si c'est vous, c'est quelque chose que vous ne souhaitez pas, bah, n'oubliez pas qu'en gémothérapie, le bourgeon de noyer a aussi de bons résultats pour la perméabilité intestinale. Et puis, bah, bien entendu, pensez aux conseils pratiques pour l'hygiène de vie et pour le rééquilibrage alimentaire et pour le mouvement. La grosse difficulté pour pour des clientes qui sont jeunes, hein, elle a une cinquantaine d'années, bah, elle est fatiguée, donc elle doit se dire qu'elle a moins envie de bouger et qu'elle doit moins bouger, alors qu'il faut justement relancer un petit peu la machine à ce niveau-là. Un autre cas maintenant, maladie de Crohn. Bien entendu, hein, c'est une pathologie qui est depuis 10 ans de plus en plus diagnostiquée. Vous n'êtes pas obligé de vous sentir à l'aise pour accompagner un Crohn, hein. Moi, j'ai eu des mails de temps en temps d'alumni qui me disaient j'ai une maladie de Crohn, je me sens pas. Bah, c'est très bien. On ne peut pas accompagner tous nos clients à améliorer la qualité de vie. Effectivement, la maladie de Crohn est une pathologie qui est relativement handicapante. Et bah, si vous ne vous sentez pas de façon très claire, vous dites à votre client je ne me sens pas de vous accompagner. Donc voilà. C'est Sébastien qui vient vous voir pour l'accompagner face à sa maladie de Crohn. Il a une certaine asthénie, il est fatigué, il a très régulièrement des troubles digestifs, diarrhée, constipation, c'est les symptômes majeurs de la maladie de Crohn. Ce qui est le plus compliqué pour lui, c'est qu'il est très, très en douleur lorsqu'il a des crises avec des spasmes et des sensations de brûlure. Sa maladie l'handicape de plus en plus au quotidien. Son alimentation est très problématique parce qu'il mange au restaurant avec ses clients pratiquement tous les jours. Il a donc des difficultés à savoir ce qu'il peut manger. Il est obligé, dans le cadre professionnel, de s'alimenter en extérieur, mais il sait très bien que très souvent, il va payer post-séance. Dans un premier temps, l'urgence d'accompagnement, ça consiste à apaiser les troubles digestifs de Sébastien et surtout à le soutenir pour améliorer sa qualité de vie par rapport à ses douleurs. Bien entendu, Sébastien a un traitement médicamenteux. Ce genre de pathologie, ce sont des gens qui sont très bien suivis par leur médecin généraliste, par les gastro-entérologues. Mais malgré tout ce traitement qualitatif, ça ne suffit pas. Et au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, il faudra aller chercher et essayer de travailler plus en profondeur pour que son organisme soit le plus stable possible et le plus clean possible. Dans le cas de la maladie de Crohn, on a des solutions qui sont assez faciles à mettre en œuvre, qui sont le psyllium. Moi, je vous encourage quand même à faire doucement, doucement, c'est-à-dire pas du psyllium tous les jours, voir comment il se sent en mettant du psyllium dans sa vie petit à petit, et si ça diminue ses troubles et ses alternances de constipation et de diarrhée. Si vous sentez votre client qui est inquiet, parce que c'est logique, quand on a une maladie de Crohn, on est inquiet, bien entendu, bah, avant d'acheter le psyllium, parlez-en à votre pharmacien, parlez-en à votre médecin. Ça, je pense que ça peut aussi rassurer votre client. Là où j'ai vu des difficultés ces dernières années sur le psyllium, c'est quand on part sur beaucoup de psyllium avec un client qui ne consomme pas suffisamment d'eau. Il ne faut pas s'étonner que ça va être une catastrophe derrière. Et aussi sur le psyllium qui est tout de suite en trop grande quantité, même avec une bonne consommation de liquide, ça ne correspond pas à toutes les personnes en maladie de Crohn. On est d'accord que pour le psyllium, vous le connaissez avec le docteur Renaud dans vos cours de phytothérapie, il faut que vous soyez sûr que votre client il consomme suffisamment de liquide. Si c'est un dromadaire et qu'il boit un verre d'eau le midi et un verre d'eau le soir,
vous prenez des risques à lui conseiller du psyllium. OK? Là, je vous ai mis le psyllium blond de Herbolistique, mais on a de nombreux psylliums. En micronutrition, on pourra associer la glutamine. Donc, pareil, hein, très souvent, ils ont lu des articles ou des choses comme ça. Donc, dans le cadre de la maladie de Crohn, on parle beaucoup de la glutamine. Nous, avec Alexandra, quand on avait préparé ces slides, on avait envisagé de partir sur un petit dosage de 500 mg pour commencer. Pareil, parce que quand on commence avec un haut dosage, on peut aller jusqu'à 5 grammes. Certains sportifs veulent monter à 5 grammes sans souci en glutamine. Bah oui, sauf que physiologiquement, ton système digestif, bah, ça lui fait un chamboulement un peu trop massif. Et lui, déjà, ce monsieur, il doit gérer ses diarrhées, ses constipations tous les jours. Donc, nous, on proposait 500 mg et en augmentant petit à petit. C'est à vous de voir ce qu'il en est. Est-ce que ce sont des crises qui sont vécues depuis 5 ans? Est-ce que c'est quelque chose qui est moins ancien et ça fait que quelques mois? Moi, j'ai pas de difficulté pour faire 500 mg pendant 3 jours. Après, on monte à 1 gramme pendant 3 jours. On se fait une petite journée sans, par exemple le dimanche, pour voir comment est-ce que vous vous sentez sans glutamine cette journée-là. N'oublie pas de noter sur son petit cahier votre client ce qu'il a ressenti cette journée-là. Et petit à petit, on augmente. On a mis jusqu'à 3 grammes de glutamine, mais je vous le dis, moi, j'ai déjà conseillé plus de 3 grammes de glutamine avec l'accord du gastro-entérologue dans ce cadre-là. Voilà. Bien entendu, ce sont des clients qui vont se sentir avec une meilleure qualité de vie avec la glutamine. C'est votre responsabilité de dire à votre client, faut que vous arrêtiez. Vous pouvez pas être sous glutamine tout le temps. C'est le problème de nos sportifs hein, qui sont sous 5, 6, 7 grammes. Certains sportifs qui supplémentent tout seuls. Tous les jours, 7 grammes de glutamine, même si tu fais 4 heures d'entraînement de musculation par jour, c'est pas bon pour ton corps. OK? Donc, à vous d'expliquer vraiment qu'il faut faire des fenêtres thérapeutiques. Vous pouvez aussi conseiller HPI 60, c'est 60 milliards de chez TerraScience pour le probiotique ou un autre probiotique. Je pense que c'est important dans le cadre de la maladie de Crohn, bah, quand vous prenez le temps d'expliquer pour la glutamine et pour essayer de cicatriser ces entérocytes intestinales, c'est bien aussi que vous puissiez expliquer qu'il y a différentes souches dans les probiotiques, à vous d'alterner et de varier. Si vous voyez un client en maladie de Crohn, peut-être tous les 2 ou 3 mois, bah, c'est bien que vous puissiez aller chercher d'autres souches et d'autres choses pour que vous ayez un microbiote qui soit le plus varié possible pour qu'automatiquement votre système immunitaire soit le plus stable possible dans le cadre de la maladie de Crohn. Donc, on vous a proposé le bourgeon de noyer en phytothérapie, mais on vous en a déjà parlé lors de nombreuses classes. Vous savez que c'est pas mal. Donc là, je vous ai mis Herbalgem. Avant, je vous avais parlé des Cunutri. En mycothérapie, pareil, hein, chez Ifas vous avez de la crinière de lion, mais il y a d'autres laboratoires en myco. Bon, moi, je suis fan de Ifas mais ça, c'est un choix personnel peut-être. Et pour la fatigue, ne pas oublier que bah, tout simplement, de la vitamine C pris tout au long de la matinée et début d'après-midi, c'est bien aussi. Hein. Ne partez pas avec des shoots de vitamine C à 6 heures du mat. Le magnésium, ce sont des publics qui auront besoin de conserver une stabilité en magnésium. Et puis pour diminuer et apaiser l'inflammation ou le risque d'inflammation, il y a BeLife qui propose Peria 500 aussi pour l'oméga 3. Là, automatiquement, dans le cas de la maladie de Crohn, vous allez peut-être être encore plus lent pour conseiller. Pareil pour la supplémentation, pareil pour le rééquilibrage alimentaire. Vous verrez quelqu'un qui a introduit un nouveau produit dans son alimentation avec une maladie de Crohn, même si c'est des produits extrêmement qualitatifs, ça peut être un chamboulement physiologique. J'ai déjà eu le cas il y a quelques années, une consoeur médecin avec qui je travaillais qui avait conseillé de la spiruline. Son client maladie de Crohn avait consommé beaucoup, beaucoup, beaucoup de spiruline, je ne sais plus combien de grammes. Bah, mine de rien, le lendemain, il avait eu la diarrhée. Et la seule chose qui avait changé, c'était la spiruline. C'est pas que la spiruline était mauvaise, c'est que ma consoeur médecin, elle avait peut-être pas pris le temps d'expliquer qu'il faut pas en prendre plusieurs grammes tout de suite. Vu que c'est nouveau, il faut aussi que son système digestif comprenne ce qu'il se passe. OK? Donc, pour moi, qui ai eu beaucoup de maladies de Crohn dans ma carrière, je vous encourage à faire très attention. Et très souvent, ce sont des publics qui sont un peu dans l'extrême et les maladies de Crohn d'un point de vue tempérament.
Ils savent pas faire les choses simples. Donc, c'est à vous de leur dire doucement, il y a le temps. Pas la peine de tout prendre. On prendra le temps d'avancer ça tranquillement. On vous a mis aussi un troisième cas pratique. Cette fois-ci, c'est pour une autre maladie auto-immune. C'est l'accompagnement dans le cas de la fibromyalgie. Pour ceux qui ont envie d'accompagner plus de fibromyalgie, il y a beaucoup d'associations qui accompagnent les malades de fibro et qui sont en lien avec des centres antidouleurs et qui font de très, très bons magazines. Il y a France Fibro, par exemple. J'ai été partenaire pendant de nombreuses années qui font des super magazines qui expliquent vraiment ce qu'il en est et qui soutiennent la recherche dans le cadre de la fibromyalgie. Donc, c'est quand même de grosses douleurs qui sont musculaires, articulaires. Donc là, cette dame, elle a 46 ans. Elle n'arrive plus à rien faire pendant ses tâches quotidiennes. Donc, c'est ses genoux, ses coudes, ses poignets, ses muscles. Elle a l'impression que tout est extrêmement lourd, extrêmement douloureux. Euh, Passer l'aspirateur dans son salon, dans sa salle à manger, c'est épuisant. Elle n'arrive plus à le faire. Elle a beaucoup de difficultés à dormir parce qu'elle a des pics de douleur pendant la nuit, donc c'est très compliqué de dormir. Elle est H24 fatiguée, elle se couche épuisée, elle se lève épuisée. Ça commence à taper sur son système psychologique parce qu'elle en a vraiment ras-le-bol. Elle réalise, parce qu'elle lit pas mal d'articles autour, elle réalise que malheureusement, bah, c'est le cas de beaucoup de femmes, peu d'hommes, hein, mais beaucoup de femmes qui souffrent pendant longtemps. Donc, elle est au stade de se dire, je vais baisser les bras, j'en peux plus. OK, les fibromyalgiques sont très souvent bien suivis par un psychologue et par un psychiatre dans le plan de traitement médical. Très souvent, il y a ce genre de public. Mais ça peut valoir le coup, là, dans le cas de Madeleine, de savoir si elle n'a pas oublié d'aller voir son psy depuis longtemps pour essayer aussi d'avancer dans l'acceptation de la maladie. La priorité pour elle, c'est les douleurs musculaires diffuses. La fibro, c'est vraiment des douleurs musculaires diffuses et profonde. C'est-à-dire qu'ils vont vous décrire très profond dans les muscles et on vous dit bah quel muscle? Tout. C'est toute la longueur du muscle et très profond. C'est pas quelque chose en surface. C'est pas une névrite. C'est pas du tout les mêmes douleurs qu'une névrite par exemple. Il faut soutenir le moral et la vitalité. Vous vous assurez du suivi médical par un professionnel de santé pour sa baisse de morale, mais il faut quand même pouvoir la soutenir. Euh, pour soutenir les tissus osseux, musculaires, dans le cas de la fibro, on a quand même pas mal d'études sur le silicium. Donc, vous pouvez conseiller le silicium organique de CopMed ou phytosilica de BeLife ou encore Prel ou Orti ou faire un Cantis chez LPEV. C'est une bonne piste à ce niveau-là. Vous devez expliquer à vos clients qui attendent un petit remède miracle que vous êtes là pour essayer d'améliorer leur qualité de vie. Mais c'est pas parce qu'il prend un Cantis de chez LPEV, un tiers ortie, un tiers prêle et un tiers je ne sais quoi, qui va être amélioré en 3 jours. OK? Il faut le temps de pouvoir nourrir les cellules en silice pour que on puisse avoir une chance que ça soit moins impactant. Si vous n'expliquez pas ça à votre cliente, elle va être déçue. Elle va dire que tu lui as fait dépenser quelque chose pour rien. Alors que ben, il faut le temps que ça soit mis en place à ce niveau-là. Pour l'apaisement de la douleur, vous avez aussi Newroots qui propose le MSM ou l'Optimis de chez Dinveo qui est quand même pas mal. Dinveo fait des petites études sur un petit nombre de publics avec l'Optimeps. Donc, vous pouvez voir ça sur, si vous êtes conseiller d'Inveo, vous pouvez leur demander des documentations à ce niveau-là. Et on a aussi l'huile de krill. Alors, il y a quelques années, on a eu beaucoup, beaucoup de recherches, surtout Finlande, Norvège, sur l'huile de krill. Donc, c'est pas mal à ce niveau-là. L'huile de krill d'Herbalistique est très bien. J'aime aussi bien l'huile de krill de Luberon Technologies, LT Labo. Enfin, voilà. Vous avez de quoi trouver de très bonnes huiles de krill à ce niveau-là. Pour soutenir un peu le côté flagada, baisse de morale, et puis aussi pour essayer de détendre un peu au niveau musculaire, bah, on en a parlé beaucoup depuis le début de cette classe, c'est le magnésium. Vous avez Actimac Plus de Energetica Natura, mais on a parlé de plus haut de Destress, mais vous avez aussi le Destress Booster qui est mieux dosé en magnésium.
Le Destress Booster, dans le cas de la fibromyalgie, ça peut être pas mal aussi. Il y a de la taurine, donc ça peut être un bon complément. Pour essayer de bien gérer la douleur, vous pouvez avoir des femmes qui ont une douleur de 7 sur 10 tous les jours en fibro, hein. Donc c'est épuisant d'un point de vue euh, quotidien. On peut très bien voir le tryptophane pour essayer de stimuler la sérotonine ou alors partir avec du griffonia. Bien entendu, beaucoup de personnes qui sont fibro arrivent au bout de quelques années à risquer de consommer du séroplex. Donc, expliquez bien, même si vous conseillez la sérotonine, par exemple, en complément d'un séroplex, très souvent c'est du 5 mg, hein, c'est du séroplex en gouttes, histoire de calmer. Il n'y a pas de difficulté, mais s'ils ont besoin, ils demandent l'accord de leur pharmacien et l'avis de leur pharmacien quand ils vont chercher ce niveau-là en complément de leur traitement séroplex, par exemple. Et puis, pour soutenir la gestion du stress, pour apaiser l'inflammation, on a le bourgeon de cassis. Alors, ma consoeur Diane, qui est la directrice des Cunitri, me dirait arrêtez de foutre du cassis partout. Mais dans le cas de la fibromyalgie, le cassis, on a quand même de bons résultats. Et on a de la synergie Gémeaux aussi pour synergie articulation d'herbe et tradition, par exemple. Je vous ai mis de nombreuses sources avec Alexandra pour les apprenants qui vont le voir en replay. Vous pourrez les cliquer. Pour ceux qui sont là, je vous laisse, qui sont là en live et qui ne font pas partie de mes étudiants, je vous laisse cliquer sur les liens si vous voulez pour pouvoir approfondir un petit peu plus tard. Nous sommes arrivés au bout de cette classe. Merci pour votre attention.